Bonsoir, c'est l'heure de Tous Politique. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation commune de France Inter, France 24 et du Parisien aujourd'hui en France. Marine Le Pen, vous êtes la présidente du Front National depuis 3 ans. Avez-vous réussi vraiment à changer votre parti dans les études d'opinion? Vous apparaissez aux yeux des Français comme volontaire, certes, mais pas sympathique. Gagnerez-vous votre pari aux élections municipales, mais aussi aux européennes que vous espérez remporter? Et puis nous parlerons dès le début, bien entendu, de la crise en Ukraine. Faut-il y voir le retour de la guerre froide? Pour vous interroger également ce soir, Thierry Borsat du Parisien aujourd'hui en France. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Sans oublier les questions des auditeurs et téléspectateurs, n'hésitez pas à les poser à Marine Le Pen en direct. Pour cela, rien de plus simple, vous tapez votre message sur Twitter accompagné du mot-clé TousPol. Marine Le Pen, c'est parti et jusqu'à 19h. Marine Le Pen, nous allons commencer avec la situation en Ukraine qui évolue d'heure en heure, au point que certains se demandent si, en ce dimanche, on n'est pas déjà engagé dans une sorte de nouvelle guerre froide. Je vais juste rappeler les événements de ces dernières heures. Hier, le Sénat a autorisé le Sénat russe, a autorisé l'envoi de troupes russes en Ukraine. Certaines sont déjà sur place en Crimée. Le Premier ministre ukrainien accuse la Russie d'avoir, je cite, déclaré la guerre. Les Occidentaux menacent Vladimir Poutine de représailles. On vient d'apprendre il y a quelques minutes que le commandant en chef de la marine ukrainienne a changé d'allégeance et s'est allié aux forces pro-russes en Crimée. Marine Le Pen, une question très simple et très grave à la fois. Est-ce qu'on est au bord de la guerre? Je l'espère pas. Je l'espère pas, car il est évident que la situation en Ukraine suscite de très vives inquiétudes. Je pense qu'il faut que la diplomatie joue son rôle. Et il faudrait que aucun des partenaires ne mette de l'huile sur le feu, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'une solution sage et équilibrée serait une large autonomie donnée aux régions ukrainiennes qui permettrait de conserver la souveraineté ukrainienne, l'unité de l'Ukraine, mais avec une autonomie pour la partie russophone, la partie ukrainophone et la partie de ceux qui regardent vers l'Ouest et qui ont le droit de le faire d'ailleurs. Ça me paraît être une piste, en tout cas, la plus sage qui soit. Mais très honnêtement, je pense que les menaces qui sont formulées de refus de participer au G8 ne me paraissent pas adaptées parce que le refus de dialoguer n'est pas une attitude très efficace en matière de diplomatie. Et je pense qu'il faut éviter les menaces qui me paraissent un peu inappropriées. Au contraire, il faut tenter de mettre tout le monde autour de la table pour éviter une escalade qui pourrait même se faire, j'allais dire, par l'intermédiaire d'échauffourées qui interviendraient, qui ne seraient pas décidées, mais qui entraîneraient évidemment une escalade. Voilà, je pense qu'on est dans une situation, c'est vrai, fort inquiétante, mais que chacun doit y mettre du sien et que les capitales européennes doivent chercher à encore une fois à retrouver le chemin de la diplomatie plutôt que d'effectuer des menaces qui risquent d'entraîner encore une fois une escalade, quoi. Alors on va revenir sur chacun de ces points. Vous parliez des sanctions en parlant du G8. Je vous propose d'écouter tout de suite Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères. Il était ce matin en réunion de crise à l'Élysée avec François Hollande. Il était également sur iTélé et Europe 1 et la France envisage déjà des sanctions effectivement contre le régime russe. Les décisions qui ont été prises par nos partenaires russes sont contraires aux principes du G7 et du G8. Et donc la position de la France est de souhaiter que soit suspendue la préparation du G8 de Sotchi tant que les partenaires russes ne seront pas revenus à des principes conformes au G8 et au G7. La Russie menace malgré tout la paix là. Donc est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'envisager des sanctions malgré tout? Mais je crois pas. Je crois que les menaces enveniment la situation, alors qu'il faudrait que chacun évite d'envenimer la situation. Car après tout, l'Assemblée russe a autorisé le déploiement de troupes, mais la Russie n'a pas décidé officiellement du déploiement des troupes. Il existe des troupes russes déjà depuis de très nombreuses années en Crimée, pour une raison simple, vous le savez, et nos téléspectateurs le savent, c'est qu'ils ont leur grande base navale de Sébastopol, et qu'il y a donc déjà des militaires russes en Crimée. Crimée qui est non seulement russophone, mais même déjà en partie russe, car une grande partie des habitants
habitants de Crimée ont le passeport russe. Bon, donc je ne crois pas très sincèrement que on fasse avancer la situation en menaçant de ne pas aller autour d'une table. Je pense qu'au contraire, il faut aller autour d'une table et il faut aller, et on le sait dès le départ, avec le partenaire russe, car c'est un partenaire incontournable dans cette région. Moi, ce que je peux reprocher à l'Union européenne, si vous voulez, depuis le début de cette crise, c'est d'avoir jeté un peu d'huile sur le feu. D'abord en faisant des promesses dont elle savait qu'elle ne pouvait pas les tenir, car elle a fait des promesses à la partie de l'Ukraine qui se tourne vers l'Ouest, en promettant, en laissant entendre quand même qu'au-delà d'un partenariat, il y aurait la possibilité d'une adhésion de l'Ukraine. Or, l'Union européenne s'est beaucoup avancée, car elle sait pertinemment qu'une entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne est quand même à un très long terme. Oui, ça peut être un partenariat renforcé, simplement. Si tant est que les peuples le veuillent, oui. Alors, le partenariat était envisagé avec Yanukovych, je vous signale, parce qu'on entend aujourd'hui une vérité première. Yanukovych est un corrompu, c'est vrai. C'est un corrompu qui a remplacé des corrompus. L'Ukraine est très corrompue, mais c'est avec ce dirigeant corrompu que l'Union européenne était en train de négocier un accord de partenariat. Bon, alors peut-être que l'Union européenne aurait pu être plus exigeante avec l'Ukraine dans ces conditions. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire pour être plus exigeante, comme vous dites? Écoutez, elle aurait pu, encore une fois, imposer avant un accord de partenariat... C'est dire, tant qu'Yanukovych est là, on vous parle plus et on parle pas de partenariat renforcé. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être cohérent dans une position. On ne peut pas, encore une fois, un jour dire Yanukovych est un corrompu, alors que la veille, il était un partenaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça un peu le problème de l'Union européenne. Moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. Je pense que l'Union européenne était assez contente de voir des manifestations de gens qui voulaient rejoindre l'Union européenne au moment où beaucoup cherchaient à en sortir, où les peuples doutent de la nécessité, de l'utilité, du bienfait de la présence dans cette Union européenne. Et que ça apparaisse juste avant les élections européennes, ils ont pensé que c'était quand même une communication plutôt positive. Ils ont donc laissé croire que l'Ukraine avait vocation à rentrer dans l'Union européenne, sachant pertinemment que ça n'était pas le cas. Pas le cas pour 1000 raisons, parce que l'Ukraine ne répond pas à toute une série de critères, justement, de notamment son niveau de corruption, mais également parce que l'Ukraine, c'est 300 € de moyenne de salaire. Bon, et que par conséquent, faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne, alors même qu'on est déjà engagé dans des débats d'adhésion avec la Turquie, car ça continue, avec l'Albanie, avec la Macédoine. Bon, voilà. Donc, j'ai quand même un peu le sentiment, si vous voulez, qu'on a jeté pour des raisons d'intérêt de l'Union européenne un peu d'huile sur le feu dans une révolte qui s'est transformée de fait en révolution. Il n'y a pas que l'Union européenne dans cette affaire, puisque il y a quelques heures, John Kerry, le secrétaire d'État américain, a lui aussi parlé d'incroyables agressions, incroyables actes d'agression, et a menacé à son tour de sanctions visant à isoler économiquement la Russie. Pour vous, on est dans une escalade de trop, ou on est simplement dans quelque chose qui est préalable à la discussion, où chacun finalement montre un peu ses muscles, et puis après on se met à parler? Je pense qu'on est un peu dans cette situation. Bon, les États-Unis aiment bien en référer au droit international, dont ils se libèrent assez facilement quand c'est leur intérêt d'ailleurs, parce que moi je me souviens quand même que quand ils ont engagé la guerre en Irak, c'était contre l'avis du Conseil de sécurité, contre un vote du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais Marine Le Pen... Mais je pense qu'on est effectivement dans un processus diplomatique qui fait qu'on menace, etc. Je suis pas sûr que ce soit moi la bonne solution, mais nous verrons dans les heures qui viennent. Il n'y a plus qu'à espérer que l'Ukraine, qui est un pays ami, qui est un pays de l'Europe, même s'il n'appartient pas à l'Union européenne, il est un pays de l'Europe. Ce serait, je crois, un drame qu'on en arrive à une partition. Personne n'y a intérêt d'ailleurs, ni l'Union européenne qui se retrouverait de fait avec la responsabilité d'une Ukraine de l'Ouest encore plus pauvre, si c'est possible, que l'Ukraine de l'Est, obligée d'intervenir financièrement alors que l'Union européenne n'a pas les moyens d'intervenir nulle part. Elle est même en négociation pour le 3e plan grec. Bon, donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, on n'a même pas réussi à sauver la situation grecque. Vous imaginez la situation de l'Ukraine, ni d'ailleurs, je pense, les Russes qui n'ont pas intérêt à une partition qui ne leur apporterait pas grand-chose. Justement, Marine Le Pen, vous avez parlé des Américains qui, quand ça
les arrange, utilisent le droit international et dans le cas contraire ne l'utilisent pas. La Douma russe vote l'envoi de troupes en Ukraine. Il n'y a aucune sanction au niveau international. Quand je dis sanction, c'est-à-dire onction plutôt du Conseil de sécurité. Vladimir Poutine envoie des troupes d'abord en catimini, mais semble-t-il maintenant de façon claire en Ukraine. C'est un acte d'agression. Au niveau du droit international, vous qui êtes avocat. Mais monsieur, il y a une chose qu'il faut quand même rappeler, c'est que c'est le Parlement de Crimée qui a demandé aux Russes leur présence. C'est suffisant pour... Non, mais c'est pas le problème. Je veux dire, j'essaye de ne pas avoir un positionnement caricatural dans ce dossier pour essayer de voir les choses telles qu'elles sont. Le Parlement de Crimée, qui a une relative autonomie, a appelé le gouvernement russe à la rescousse car il craignait pour la sécurité de leur population face à ce qu'ils croient. Alors, est-ce vrai, est-ce pas vrai? Quel est le niveau de menace? À ce qu'ils croient être la possible intervention de milices dont vous savez qu'elles sont des milices pour certaines, pas toutes, mais pour certaines néo-nazis qui aujourd'hui ont pris le contrôle de Maïdan. C'est plus complexe que l'image qu'on embrosse. Donc face à une telle complexité, je crois qu'il faut rester raisonnable, il faut rester mesuré, il faut éviter de caricaturer une position ou l'autre, faire la part des choses et surtout, encore une fois, se mettre autour de la table plutôt que de tenter de mettre de l'huile sur le feu. Cela vaut aussi pour Vladimir Poutine. Mais vous avez parfaitement raison. Cela vaut pour tout le monde. Mais les intentions de Poutine sont lesquelles là, mais j'en sais rien, madame. Récupérer la Crimée. Je ne discute pas avec lui. Il m'appelle pas au téléphone pour me le dire. Je n'en sais strictement rien. Je ne peux qu'émettre des hypothèses. Je pense que l'hypothèse la plus crédible est qu'il cherche à protéger sa base navale. Voilà, qui est pour eux, un des éléments évidemment absolument fondamental et que j'imagine qu'il met en place les conditions pour protéger cette base navale dont on sait très bien qu'elle a toujours été dans l'histoire très importante pour la Russie. Vous évoquiez tout à l'heure la possibilité de discussion qui pourrait aboutir jusqu'à une certaine autonomie de certaines régions de l'Ukraine, notamment la Crimée. Est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine pourra accepter une partition même partielle? Non, mais c'est pas une partition dont je parle. C'est une organisation à la Suisse, si vous voulez. C'est-à-dire avec un pays qui conserve sa souveraineté, mais avec 3 régions qui pourraient avoir une part plus large d'autonomie, ce qui permettrait, si vous voulez, à chacun, parce que vous savez qu'il y a eu des problèmes également, il y a des problèmes d'utilisation des langues. Le nouveau gouvernement ukrainien a commencé, si vous voulez, ce qui m'apparaît pas non plus très diplomate, par interdire le russe. Bon, alors pour la Crimée, qui est intégralement russophone, ça a été considéré comme une agression absolument terrible. Bon, donc voilà, il faut que, je crois, les instances internationales jouent leur rôle de sagesse, leur rôle d'équilibre pour ramener chacun à la raison et pour réussir à trouver une solution à cette crise. En même temps, la négociation... qui n'est pas encore une guerre. La négociation, elle existe. Yulia Tymoshenko doit rencontrer ou devait rencontrer Vladimir Poutine dans les heures qui viennent. Écoutez, donc effectivement, des négociations sont possibles et ils peuvent... C'est vrai qu'ils se connaissent bien, puisqu'ils ont déjà négocié ensemble par le passé lorsque elle était Premier ministre. Moi, j'ai juste une question. Si vous étiez dirigeante de la France aujourd'hui, vous diriez quoi à Vladimir Poutine ? Non, mais si j'étais dirigeante de la France aujourd'hui, j'essaierais de mettre tout le monde autour de la table. Et j'essaierais de trouver une solution à la situation exactement dans le cadre de ce que je viens de vous expliquer. Voilà, dans cette piste-là, cette piste de solution-là. Mais pour reprendre la question de Karine, vous diriez quoi à Vladimir Poutine pour venir autour de la table ? Mais il viendra, je pense, autour de la table. Je pense que les Russes viendront s'il y a une initiative diplomatique qui permette à tout le monde d'être autour de la table. Je pense que les Russes accepteront de venir autour de la table. Je le pense. Maintenant, encore une fois, je n'ai pas d'éléments. Parce que est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, pour des raisons historiques évidentes, du côté de la Russie et notamment de Vladimir Poutine, il ne considère pas que l'Ukraine, finalement, c'est la Russie et la Crimée, c'est la Russie. Non, parce et que est-ce sinon, que c'est pas ça le problème ? Sinon, l'Ukraine n'aurait pas eu son indépendance.
Mais c'était bien avant Vladimir Poutine. Peut-être qu'aujourd'hui, il veut recréer une grande Russie et peut-être que la Crimée en fait partie. Moi, je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine. Ce que je sais, c'est ce qu'a dit la Russie officiellement, à savoir que elle trouverait que la partition de l'Ukraine serait la pire des solutions. Voilà. Donc, en tout cas, vous n'arrivez pas à le voir comme un agresseur. Si vous voulez, c'est ce qui a été dit, que la partition de l'Ukraine serait, pour eux, en tout cas, une très mauvaise solution. Alors bon, je suis obligé de m'en arrêter là, si vous voulez. Et pour vous, ces événements n'altèrent pas vos sentiments vis-à-vis de Vladimir Poutine? On sait que vous avez dit que vous aviez de l'admiration pour lui. Monsieur, moi, ça ne change pas votre jugement. Non, monsieur, moi, j'ai pas en matière de diplomatie, il n'y a pas de sentiment. Et d'ailleurs, très honnêtement, je trouve que la diplomatie du sentiment me paraît nous avoir entraînés dans de graves difficultés dans d'autres pays où la diplomatie de l'émotion, eh bien, a été à la manœuvre en Syrie, en Libye, avec le moins qu'on puisse dire des résultats exactement inverse à ceux que nous espérions. Donc je crois qu'il faut tenir en matière de diplomatie, il faut tenir compte de l'histoire, il faut tenir compte de la géopolitique, il faut tenir compte de l'intérêt de l'ensemble des parties qui sont en conflit, et il faut essayer, encore une fois, de garder cette position équilibrée. Car si on prend parti de manière totale pour un camp ou pour l'autre, eh bien alors il n'y a plus de voie diplomatique, car la voix que vous avez, la voix que vous pouvez porter, n'a plus de crédit, soit de la part d'un partenaire, soit de la part d'un autre partenaire. Voilà. Donc cette voix de la France qui a été, dans son histoire spécifique, particulière, il faut qu'elle le conserve. Et moi, je regrette même beaucoup, que depuis des années, la diplomatie de la France soit en réalité une sous-diplomatie américaine. Je regrette que la France n'ait pas conservé cette voix spécifique dans le monde qui lui permettait justement de pouvoir rapprocher des positions qui étaient éloignées les unes des autres. Et donc sur Poutine, elle se trompe. Sur Poutine, la France se trompe. Non, mais je ne dis pas que... Mais la France n'a pas pris position sur Poutine aujourd'hui. Vous semblez dire quand même qu'elle s'aligne sur les positions américaines. La France prend une position qui consiste à menacer de ne pas aller au G8. Je pense que ça n'est pas une solution. Encore une fois, je vous l'ai dit, je le répète donc pour la 3e fois, je pense que ces menaces enveniment en réalité la situation plutôt que n'allège la pression qui existe aujourd'hui. Et donc je repose la question de Marc tout à l'heure. Vous admirez toujours Vladimir Poutine aujourd'hui, vous pouvez le dire? Écoutez, vous êtes caricatural. Souvenez-vous, dans quel contexte ai-je dit cela? Rappelez-le-moi. Ah oui, vous ne le savez pas. Parce que on se répète les uns les autres, mais on ne sait plus dans quel contexte ça a été dit. Donc on caricature. J'avais dit que j'avais une certaine admiration pour Vladimir Poutine dans la manière dont il avait réussi à maîtriser les appétits des oligarques. Alors oui, effectivement, dans le cadre de la maîtrise des appétits des oligarques, je pense qu'il était particulièrement utile de sévir comme Vladimir Poutine l'a fait, puisque je pense que les oligarques, dans la décennie qui a précédé son arrivée au pouvoir, ont en partie ruiné et volé le peuple russe. Car c'est le peuple russe qui m'importe, moi, en réalité, qui est un peuple ami, je le rappelle. Ça n'est plus l'Union soviétique, je le rappelle aussi, parce que de temps en temps, j'entends des commentaires, j'ai l'impression que c'est encore l'Union soviétique. Ça n'est quand même plus l'Union soviétique. Il faut aussi essayer d'en tenir compte, et puis peut-être, faire en sorte que cette guerre froide recule, comme vous dites. Marine Le Pen est notre invitée ce soir dans Tous Politique. Elle est avec nous jusqu'à 19h. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, vous aussi, sur le compte Twitter accompagné du mot-clé TousPol. Marine Le Pen, on parle bien sûr ce soir des élections municipales. C'est cette semaine que chaque candidat doit déposer sa liste en préfecture. Vous aurez au Front National combien de listes à déposer? Je ne peux pas vous dire encore là pour justement parce que avoir une fourchette à nous donner, j'espère. Justement, non mais je vous ai dit, moi je vous donne pas de fourchette, je vous donne un objectif. Mon objectif, c'est d'avoir plus de 500 listes, voilà. C'est-à-dire être présent comme le Front National dans son histoire n'aura jamais été présent au municipal. Nous avons fait un effort extraordinairement important pour que nous puissions arriver à cette barre des 500 listes. Nous n'en avions que 100 lors des dernières élections municipales. Donc je pourrais savoir jeudi précisément, car jusqu'au dernier moment, on dépose les listes. Il y a même des listes qui sont constituées depuis longtemps et qui ne seront déposées que demain, par exemple. Celles qui sont déjà constituées, elles ont été faciles à mettre en place ?
Ça dépend des endroits. Vous savez, dans des endroits où nous avons déjà une forte activité politique, ces listes ont été assez faciles à faire. Dans des endroits où nous montions des listes pour la première fois, c'était un petit peu plus difficile. C'est un peu plus difficile, contrairement à ce qu'on peut penser d'ailleurs, dans des petites villes que dans des grandes villes. Voilà, bon, mais je pense que tous les mouvements sont dans cette situation. Ça n'est pas une spécificité du Front National. Le Front National a quand même du mal encore à recruter des candidats, non ? Quand on voit par exemple le candidat à Reims, Roger Paris, qui met des petites annonces dans l'Union de Reims. Je suis pas sûr que tous les candidats mettent des petites annonces. Je suis pas sûr qu'il ait mis une petite annonce dans l'Union de Reims, vous savez, mais bon. Si. Bon, en l'occurrence. Si. En l'occurrence. Mais c'est pas vrai, puisque l'UMP avait été également, il y avait eu il y a quelque temps un papier en disant il y avait l'UMP appelé à candidature, vous voyez, bon. Donc ce qui est difficile, ce qui est un peu plus difficile, c'est de monter des listes dans des endroits, encore une fois, où nous n'avons jamais monté de liste. Voilà. Mais nous ne cachons pas cette difficulté. Mais nous sommes un peu David contre Goliath. Parce que ceux qui sont sortants, même s'ils sont dans l'opposition, dans une municipalité, ont évidemment un avantage. Et ceux qui n'ont pas de sortants, ni dans la majorité, ni dans l'opposition municipale, ont un handicap. Alors nous allons à la bataille avec ce handicap. Nous l'assumons. Et je pense que, du coup, notre présence n'en est que plus remarquable. Mais il y a encore des candidats qui ont du mal à s'afficher, FN, en fait. Et c'est pour ça qu'ils, finalement, abandonnent. Je pense à Longjumeau, là, comme autre exemple précis. Vous avez l'air très, très au courant j'essaie de suivre vos activités. Voilà. Oui, mais moi, je suis présidente du Front National et moi, j'ai une vision peut-être un peu plus en hauteur où je suis... Tout à l'heure avec Vladimir Poutine, j'étais pas assez précise pour une fois. Je fais le suivi, si vous voulez, de cette espérance des 500 listes. Le reste est géré par les secrétaires départementaux. Donc, je n'ai pas particulièrement connaissance de cette affaire à Longjumeau, mais je pense que c'est encore une fois... La liste était donc déposée et puis finalement 7 personnes se sont dédites et la préfecture a dû abandonner et annoncer l'invalidation de cette liste. Je suis absolument pas au courant de ça. C'est sorti dans quel journal ? C'est pas sorti dans un journal encore. Ah oui, mais on a le droit d'avoir nos informations quand même. Quand on est journaliste, on est curieux et on cherche. Parfait. Donc renseignez-vous auprès de Longjumeau, vous verrez ce qu'on... Très bien, parfait. Ça va pas changer grand-chose. Alors justement, vous avez décrit ces élections comme fondamentales, entre guillemets, pour le Front National. Alors, on a parlé du nombre de listes, mais ce qui intéresse évidemment les gens, c'est combien de mairies vous espérez gagner et combien de conseillers municipaux vous espérez avoir. Mais c'est normal que ça les intéresse, puisque c'est eux Donc vous allez nous dire. Ce sont eux qui vont décider. Voilà, donc ce sont les électeurs qui vont décider de cela. Mais vous avez quand même une idée, vous avez des ambitions. Quand vous dites des élections fondamentales, vous visez quelque chose. Non, monsieur, ce sont des élections fondamentales pour 2 raisons. La première, c'est que je pense qu'il est important que le Front National ait des mairies. Ça n'est d'ailleurs que justice, car le Front National est un grand mouvement politique en France, qui recueille des millions d'électeurs. Et qu'il n'ait pas de municipalité est une anomalie. C'est anormal. Donc si l'on peut résoudre au moins un peu cette injustice, ce sera une très bonne chose. Mais deuxièmement pour une autre raison, c'est que nous espérons faire élire des centaines de conseillers municipaux. Et quant à moi, j'espère plus de 1000 conseillers municipaux pour qu'ils puissent justement s'implanter localement, car l'implantation locale dans notre pays, compte tenu aussi des modes de scrutin, est fondamentale pour pouvoir développer ses idées, pour pouvoir construire des majorités futures. Mais combien de mairies ? Vous n'avez pas répondu. Vous espérez quand même gagner une mairie. 5, 10. Je ne sais pas. Nous avons pour l'instant 0 municipalité. Donc toutes les municipalités qui seront gagnées par le Front National seront du bonus. Bon, alors moi je peux vous parler de celle que je connais, Hénin-Beaumont. Je pense que nous allons gagner à Hénin-Beaumont. Largement, pas largement ? Moi, je pense que nous allons gagner assez confortablement. Bon, mais parce que je connais la situation locale, je connais à peu près quand même le taux d'abstention, je connais les forces en présence, je connais les réflexes de second tour. Vous voyez, tous ces éléments-là rentrent en ligne de compte dans une municipalité, dans une élection municipale, y compris d'ailleurs le comportement de l'adversaire. Regardez, à Hénin-Beaumont, comme à Forbach, le candidat de l'UMP, avant même le premier tour, a dit qu'il appellerait à voter pour le Parti socialiste. Bon, ça, c'est un élément, par exemple. Du coup, ce candidat de l'UMP ne va-t-il pas passer en dessous de la barre des listes ? Parce que je pense que les électeurs UMP sont pas très contents que leur candidat appelle à voter pour les socialistes avant même que le premier tour ait lieu. Bon, c'est ça la vie aussi de la campagne municipale. Et toutes ces inconnues
qui sont celles d'une élection et d'un entre-deux tours. Et les élections municipales, c'est une élection locale, comme son nom l'indique, mais justement, dans une élection locale, pour mesurer un peu l'impact national d'une formation politique, il y a quelques villes symboles. Qu'est-ce que vous avez comme objectif sur 4 ou 5 villes importantes dans lesquelles vous pensez pouvoir, sinon, gagner la mairie ou en tout cas progresser? Non, je crois pas. Je pense que nous serons présents, je l'espère, dans à peu près la moitié des villes de plus de 10 000 habitants. Voilà, ça c'est... Présent en conseillers municipaux. Voilà. Oui, présent dans cette élection et bien sûr, je l'espère, en faisant élire des conseillers municipaux. Non, l'élection municipale est surtout nationale parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Une grande majorité de municipalités sont tenues par le PS. L'UMP mène la même politique que le PS et la gestion municipale est la même que la gestion nationale. Les députés maires PS ne sont pas pour les impôts au niveau national et contre au niveau local. Ils sont aussi pour les impôts au niveau local. Ils sont pas pour l'immigration au niveau national et contre l'immigration au niveau local. Ils sont aussi pour l'immigration au niveau local. Donc, ce sont tous des petits François Hollande qu'il y a dans ces municipalités. Mais j'appelle bien sûr, entre autres, à la sanction, bien entendu, car je crois que les Français sont désespérés de voir la situation actuelle, sont totalement opposés à la politique qui est menée, et il y a une élection, il faut évidemment sanctionner les petites répliques de François Hollande qui sont dans les municipalités, et accessoirement leur soutien, c'est-à-dire les candidats de l'UMP. Une question Twitter que j'ai tout de suite, c'est SuperTiti92 qui vous la pose. Madame Le Pen, pourquoi les Français issus de l'immigration devraient-ils voter pour vous? Mais parce qu'ils sont français, tout simplement. Voilà, parce qu'ils sont français et que je défends l'ensemble des Français, parce que ils ont, comme tous les Français, des problèmes d'aggravation de l'insécurité, qu'ils sont, comme tous les Français, ils ont un risque de chômage, que comme tous les Français, ils voient s'effondrer le système de protection sociale, que comme tous les Français, ils n'arrivent pas à accéder à un logement social quand pourtant ils en ont besoin, que comme tous les Français, ils sont pas contents de voir que l'école ne cesse de baisser dans les différents jugements internationaux, toutes les raisons qui font que les Français sont en désaccord, parce qu'ils en ont marre de payer des impôts, parce qu'ils trouvent qu'il faut arrêter de se positionner auprès des plus gros au lieu d'aider les petits, et notamment les PME, PMI, etc. Voilà, pour toutes les raisons qui font qu'on vote contre une politique et pour une autre. Mais ils peuvent se sentir agressés quand vous dites qu'il faut aller dans des piscines sans qu'il y ait des horaires réservés à certaines communautés, quand éventuellement... Mais pourquoi se sentiraient-ils agressés pour cela? Parce qu'il y a peut-être des femmes qui n'ont pas envie, enfin qui sont voilées, qui n'ont pas envie de. Elles sont issues de l'immigration, elles sont voilées, elles n'ont peut-être pas envie d'aller à la piscine avec des messieurs. Elles peuvent demander effectivement à ce que certains horaires leur soient réservés. Ben non, elles peuvent pas, madame. Il peut y avoir des cantines. Non, elles peuvent pas. Elles peuvent pas pour une raison simple. Des repas. Elles peuvent pas pour une raison simple, c'est que la loi sur la laïcité l'interdit. Voilà. Et que cette loi sur la laïcité, elle n'a pas été faite pour embêter les Français d'origine étrangère. Donc vous résumez aux musulmans par conséquent. C'est ça. C'est ce que je crois à comprendre. Bon, en l'occurrence. Mais elle existe depuis plus de 100 ans. Voilà. Par conséquent, je pense que quand on est français, on connaît la loi sur la laïcité. On peut ne pas l'apprécier, mais on se doit de la respecter. Donc je ne crois pas du tout que mon positionnement soit agressif, d'autant plus que j'apporte quelque chose à tous les Français, c'est cette idée de la priorité nationale. C'est-à-dire le droit pour un Français en France d'avoir un accès privilégié à l'emploi et au logement social par rapport aux étrangers. Or, cette priorité nationale, elle s'adresse à tous les Français. Et il n'y a pas de différence entre les Français d'origine immigrée, comme vous dites, ou les Français d'origine française. Mais d'après une étude récente, 72% des Français sont opposés à la priorité nationale, on l'a longtemps appelé la préférence nationale, en matière d'emploi. Donc vos idées ne semblent pas... Oui, mais regardez... Non, mais mes idées, ne résumez pas mes idées, monsieur. Les idées du Front National. Non, mais ne résumez pas les idées du Front National à une proposition. C'est une proposition phare, quand même. C'est symbolique. C'est une proposition importante. Regardez la manière dont la question a été posée. Êtes-vous d'accord pour donner un avantage aux Français dans l'accès à l'emploi par rapport aux immigrés ? Je
trouve que la question est particulièrement mal posée. Est-ce volontaire? Ça, je ne sais pas, car c'est par rapport aux étrangers qu'il aurait fallu dire. Or, dans les immigrés, il y a des Français d'origine immigrée qui considèrent qu'ils sont dans cette dénomination immigré. Or, la priorité nationale, encore une fois, ne vise pas à faire une différence entre les Français, que les choses soient claires. Donc, j'aimerais bien, moi, qu'on pose de manière plus correcte cette question, car telle qu'elle est posée, elle ne correspond pas à la proposition du Front National. Récemment, vous étiez à Beaucaire et vous avez cette phrase: quand je suis à Beaucaire, je n'ai pas envie d'avoir le sentiment d'être à Rabat. Oui. Vous êtes en campagne électorale, là, et donc non, même quand je suis pas en campagne électorale. Oui, mais vous essayez quand même d'aviver les tensions. Enfin, c'est quand même étrange quand même d'avoir cette phrase comme ça en pleine campagne. Pas du tout. J'avais commencé à dire. C'est de la provocation. J'aime de la provocation. Non. Ah bah vous sentez peut-être provoqué, monsieur, mais il y a des millions de Français qui se sentent pas du tout provoqués. J'avais commencé par dire, j'aime énormément Rabat, j'aime à Rabat avoir le sentiment d'être à Rabat, j'aime les couleurs, j'aime les vêtements, j'aime la culture, j'aime la musique, j'aime la nourriture, j'aime Beaucaire. Et je voudrais que quand je suis à Beaucaire, avoir le sentiment d'être à Beaucaire et ne pas avoir le sentiment d'être à Rabat. Voilà, c'est aussi simple que cela. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de quartiers et de villes en France où on a le sentiment, compte tenu d'une population immigrée extrêmement importante, l'impression que l'on ne vit pas dans une ville ou un quartier français, mais que l'on vit dans une ville ou un quartier d'un autre pays. Et ça, c'est problématique, je le pense. Et j'avais d'ailleurs rajouté, ça n'est pas une déclaration d'hostilité à l'égard de Rabat, c'est une déclaration d'amour à l'égard de Beaucaire. Voilà. Alors vous montrez un petit peu vague sur les résultats possibles. Mais si j'étais à Rabat et que ça ressemblait à Beaucaire, je serais pas contente non plus. En matière d'élections municipales, peut-être vous serez plus précise pour les élections européennes. Vous avez un pronostic un peu c'est beaucoup chiffré. Plus facile. C'est beaucoup plus facile pour une raison simple, c'est qu'il y a un tour et c'est à la proportionnelle. Bon, et donc j'ai toujours dit là encore, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. J'ai dit que notre objectif était d'arriver en tête aux élections européennes. Voilà. Donc ça reste notre objectif et nous allons jeter nos forces dans la bataille. Nous allons susciter le débat sur des sujets dont je vois bien que l'UMP et le PS n'ont pas envie de parler. Ils n'ont pas envie qu'on parle de la directive détachement des travailleurs. Ils n'ont pas envie que l'on parle de l'euro. Ils n'ont pas envie que l'on parle de l'accord transatlantique qu'ils sont en train secrètement de négocier sans même qu'on connaisse le contenu de la négociation. Ils n'ont pas envie qu'on parle de l'accord de libre-échange avec le Canada qui est signé mais qui n'a pas été publié nulle part. Il faut aller dans les médias canadiens pour aller trouver quel est le contenu de cet accord. Avouez que c'est quand même scandaleux. On aimerait bien, nous Français, pouvoir lire dans notre presse française ce qu'il en est de cet accord de libre-échange qui pourtant a une conséquence directe sur l'économie française et particulièrement, il faut bien le dire, sur l'agriculture française. Compte tenu du fait aussi que l'euro canadien vaut 47% moins cher que l'euro. Donc vous imaginez le niveau de la concurrence qu'on est en train de mettre en place contre les agriculteurs et les éleveurs français. Donc je vois bien qu'ils n'ont pas envie de parler de tous ces sujets, du problème de la démocratie, qui fait que le Parlement européen refuse les OGM, mais que la Commission européenne fait comme si le Parlement européen n'existait pas et impose les OGM. Eh bien, nous allons forcer à ce débat-là pendant les élections européennes, et ça va être évidemment un moment de clarification pour les Français. Alors l'accord transatlantique fait réagir en tout cas nos amis Twitter. Croustibat 1 vous demande, doit-il être battu, cet accord transatlantique, devant les parlements nationaux? Mais bien évidemment, ça me paraît être la moindre des choses. Il faut surtout le combattre. Et c'est pas devant l'Assemblée nationale qui sera combattu pour une raison simple, c'est que l'UMP et le PS sont d'accord. Ils sont pour. Ils l'ont accompagné. Ils l'ont construit. Mais il faut le combattre, madame, parce que... Il y a quoi dedans? Vous le savez pas. Il y a un accord de libre-échange, par définition. Ça veut dire c'est la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires entre les États-Unis et l'Union européenne. Ça veut dire que... La suppression aussi d'un certain nombre de réglementations et normes qui sont aujourd'hui imposées par l'Europe ou par les États européens et qui pourraient ne plus l'être demain. Évidemment. Et notamment l'interdiction du bœuf aux hormones, l'interdiction du poulet lavé à l'eau de Javel, etc. On vient de nous expliquer que ces normes seront maintenues. En tout cas, elles n'ont pas été maintenues avec le Canada.
Ça veut donc dire, je subodore, que elles ne seront pas maintenues non plus. Donc c'est tous les consommateurs qui sont concernés par cet accord de libre-échange. Mais c'est surtout la fin programmée de l'agriculture française. Car lorsque vous voyez les capacités de production de l'Union européenne, nous ne pouvons pas faire face, étant entendu qu'une fois de plus, nous sommes l'euro est à 1,30 $, alors que par définition, le dollar est à 1. Et donc, cette concurrence absolument déloyale va entraîner des véritables ravages. Mais, encore une fois, le discuter devant l'Assemblée, ça ne servira à rien. L'UMP et le PS sont parfaitement d'accord avec ça. Pour revenir aux élections européennes, vous espérez combien d'eurodéputés ? Puisque là, vous avez un objectif. Entre 15 et 20. Entre 15 et 20. Et vous espérez former un groupe parlementaire au Parlement. Je rappelle qu'il faut, si je ne me trompe pas, 25 députés dans 7 pays différents. Tout à fait. Et que le compte n'y est pas pour le moment, pour vous. Ah, vous n'en savez strictement rien, car je ne m'ouvre pas de mes négociations avec vous. Moi, je pense que nous aurons un groupe sans difficulté particulière. Très objectivement, nous travaillons déjà avec un certain nombre de nos partenaires depuis longtemps. Lesquels ? Nous travaillons en confiance, vous le savez, avec le FPÖ autrichien, avec les démocrates suédois, avec le Vlaams Belang belge. Récemment, nous avons pris des contacts avec le PVV de Geert Wilders. Un certain nombre de ces partis sont d'ailleurs donnés en tête aux élections européennes dans les sondages, dans leurs pays respectifs. Bon, donc je pense que nous aurons... Ça fait 4 seulement. Avec nous, ça fait 5 déjà. Il en manque encore 2. Donc il en reste 2. Il y aura sûrement des Italiens qui feront partie. Avec la Ligue du Nord ou les autres. Aujourd'hui, beaucoup sont eurosceptiques et beaucoup se présentent sur des listes séparées. Bon, nous verrons. Nous n'avons pas fermé nos négociations sur ce sujet. Nous avons également les meilleurs rapports qui soient avec Monsieur Paksas de Lituanie. Donc non, je crois qu'il n'y aura pas de difficulté pour constituer un groupe, et c'est important, car sans groupe, eh bien, nous sommes des sous-députés. Nous avons beaucoup moins de moyens, évidemment, et pour agir et pour nous faire entendre. En même temps, ça vous fait pas passer un texte d'avoir un groupe au Parlement aussi ? Ah, ça peut en bloquer un certain nombre. Et c'est pas complètement anodin quand on voit ce qui est en train justement de se préparer. Le remaniement, tout le monde est d'accord, on avance. On en parle beaucoup dans la presse ce matin. Vous y croyez, vous, un remaniement ? Ce serait quoi ? Je m'en moque surtout, complètement. Je pense que ça n'a strictement aucun intérêt. Que les Français ne s'intéressent pas du tout à cela. Qu'ils pensent que ce soit Tartampion ou Tartemolle qui soit Premier ministre ne changera strictement rien, puisque de toute façon, notre pays n'est plus un pays souverain. Il prend ses ordres à Bruxelles. Et donc, ce gouvernement, qui va diriger ce gouvernement technique, ça n'a aucune importance et ça ne changera strictement rien à la politique qui est menée. Il y a quand même un sujet qui a un peu d'importance, c'est le pacte de responsabilité qui a été lancé il y a maintenant plusieurs semaines. Ouais. Il est toujours pas retombé d'ailleurs. Et dont le Premier ministre actuel ou son successeur éventuellement ont la charge de le faire aboutir, puisqu'il y a un vote sur la responsabilité du gouvernement. Avez-vous le début d'un commencement d'éléments ? Non, mais en revanche, moi je peux vous demander, d'après ce que nous en savons tous, notamment les 30 milliards qui vont être nous n'en savons rien, justement. injectés pour réduire les charges des entreprises, est-ce que c'est suffisant pour relancer la machine ? Non, mais la vraie question, alors d'abord non, réponse non, ça n'est pas suffisant pour relancer la machine pour une raison simple, c'est que ça va entraîner une augmentation de 3% de la compétitivité pour les très grosses entreprises, que ça ne touchera pas les TPE, et les très petites entreprises, et les PME, PMI qui représentent 97 ou 98% des entreprises en France. Bon, donc c'est à nouveau un avantage donné aux gros qui n'en ont pas besoin, et absolument pas aux petits qui, pourquoi vivent de grandes difficultés de trésorerie, des grandes difficultés pour se financer car les banques ne prêtent pas, et puis aussi une grande difficulté de la demande, monsieur, car la consommation a baissé de 2% au mois de janvier, pour une raison simple, c'est quand on serre la gorge des consommateurs en leur effondrant leur pouvoir d'achat, en multipliant les augmentations d'impôts, de tous les impôts d'ailleurs, eh bien, ils ne peuvent plus arriver à consommer. Or, le meilleur moyen de tuer des entreprises, c'est de tuer leurs clients. C'est exactement ce que le gouvernement est en train de faire. Donc vous voulez une politique de la demande. Et honnêtement, 3% d'acquis de compétitivité, c'est dérisoire. Moi, j'ai un moyen beaucoup plus simple d'obtenir 20%, c'est évidemment de retrouver une monnaie nationale. Retrouver une monnaie nationale pour pouvoir opérer cette dévaluation de 20%. J'ai été d'ailleurs rejointe sur ce sujet par Monsieur Montebourg, qui lui aussi est aujourd'hui pour une dévaluation. Madame Najat Vallaud-Belkacem m'a dit que tout le gouvernement pensait cela. Il faudrait qu'ils le disent plus souvent parce qu'on les a pas beaucoup entendus. Sauf qu'ils ne l'obtiendront pas.
parce qu'ils savent pertinemment qu'on ne peut pas obtenir la dévaluation de l'euro dans l'Union européenne actuelle. Donc c'est une promesse en l'air, c'est une promesse utopique qu'ils font, une de plus. Donc ce pacte de responsabilité, de responsabilité ne changera rien. La vraie question, c'est où vont-ils faire ces économies? Qui va les financer? Et moi, je vous annonce maintenant, aujourd'hui, que les mauvaises nouvelles arriveront après les élections européennes, qu'on retient les mauvaises nouvelles pour ne pas dire en pleine campagne que la piste de l'augmentation de la CSG est évidemment sur la table, que la piste de la non-déductibilité de la CSG est évidemment sur la table, et que ce sont encore les Français qui vont voir augmenter leur imposition ou leur taxation. Mais vous qui voulez aider les consommateurs, vous qui voulez faire une politique de la demande, si je comprends bien, vous qui êtes keynésienne, vous les aider comment en fait les consommateurs? Vous donnez de l'argent comment? Vous augmentez le SMIC? Je pense qu'il faut changer de modèle économique. Il faut mettre en place, encore une fois, retrouver notre liberté monétaire. Il faut retrouver nos frontières économiques, mettre en œuvre un patriotisme intelligent, mettre en place le patriotisme économique qui consiste notamment à accorder un avantage à nos entreprises françaises dans les marchés publics. Mais il faut aussi effectivement rendre du pouvoir d'achat aux Français. Et là, on fait comment pour rendre du pouvoir d'achat aux Français? Eh bien, on met en place la proposition que j'avais faite dans mon projet présidentiel, à savoir la prise en charge par l'État de 200 € de la part salariale des cotisations sociales, c'est-à-dire ça ne coûte pas 1 centime aux entreprises, que l'on finance par une taxe à l'importation de 3 petits pourcents sur tous les produits qui entrent en France. Ça permettait d'augmenter le SMIC jusqu'à 1,4 fois, de 200 € net, sans passer par une augmentation du SMIC qui pesait sur les charges des entreprises. Très bien, je vais venir à quelques questions d'actualité. La Fédération internationale de football, ça ne vous a peut-être pas échappé. Totalement, sûrement. Je vais vous informer alors, à autoriser le port du voile et du turban. C'est bien ce que je pensais. Qu'est-ce que vous en pensez? La FIFA, la Fédération internationale, a dit que c'était pour faciliter le développement du football. Oui, c'est ça. Donc c'est pour faciliter le déversement de l'argent des pétromonarchies, c'est ça? Voilà. Ben, je trouve ça scandaleux. Voilà. Je trouve que maintenant l'argent régit tout, et que la fédération va à l'encontre des règlements pourtant qu'elle avait imposés pendant de très nombreuses années, et qui était l'interdiction des signes ostensibles religieux sur les terrains de football. Donc on laisse la religion s'insinuer sur les terrains de football. Demain, il y aura des exigences alimentaires qui suivront, des exigences, j'imagine, de vestiaires séparés dans d'autres sports qui suivront. Je trouve que c'est une très grave dérive qui prouve que cette loi de l'argent roi, eh bien, dans l'esprit de ces gens, passe au-delà de nos traditions, de nos principes, de nos valeurs. Donc, j'en suis éminemment choqué. Pour vous, c'est une décision influencée par l'argent du Qatar, très clairement, oui, je le dis. Oui. Autre question d'actualité qui va vous passionner, je le sais, c'est le retour de Nicolas Sarkozy. On le voit partout. Il était vendredi à Berlin aux côtés d'Angela Merkel. Il en fait trop? Vous avez peur de lui? Non, mais j'ai absolument pas peur de lui. Il en fait trop, oui, évidemment. Je pense que les Français sont lassés de voir cette petite comédie de diva, une sorte... L'UMP, la pauvre, vit au rythme des caprices de son ancien dirigeant. Alors un coup je reviens, un coup je reviens pas. Je suis rasé, regardez, ça veut dire que je vais peut-être revenir. Non, là je suis mal rasé, donc ça veut dire que je reviens pas. Je trouve que ça n'est pas à la hauteur d'un homme d'État, puisqu'il se considère encore comme un homme d'État. Soit le pays est dans de très graves difficultés, et alors il faut qu'il dise qu'il revient, s'il pense pouvoir apporter quelque chose au débat, soit il est dans une démarche personnelle, d'égo, et à ce moment-là, il joue ce petit cinéma dont je vous indique que moi j'ai le sentiment qu'il lasse profondément les Français. Et vous y croyez, à ce retour? Non, moi je n'y crois pas, je n'y ai jamais cru, donc je n'ai pas changé d'avis depuis. Donc, dans ce contexte, quand vous ne croyez pas au retour de Nicolas Sarkozy, vous considérez comme la première force d'opposition au gouvernement socialiste? Je crois que, en tout cas, c'est les Français nous considèrent comme la première force d'opposition au Parti socialiste. C'est en tout cas ce que révèlent beaucoup d'études qui sont effectuées. Et pour une raison simple, c'est que sur énormément de sujets, l'UMP est contre tout contre.
voyez, le Parti socialiste. C'est-à-dire qu'ils mènent la même politique, ils ont les mêmes solutions. Ça a été flagrant dans l'affaire du pacte de responsabilité. Écoutez, même les responsables de l'UMP sont arrivés sur les plateaux en disant Nicolas Sarkozy l'a rêvé et François Hollande le fait. Bon, donc en matière économique, ils ont la même vision. En matière internationale, sur la Syrie, sur la Libye, ils ont la même vision. En matière européenne, ils ont la même vision. Ils ont construit ensemble cette Union européenne. Ils poussent ensemble au fédéralisme. Et c'est encore ce que Nicolas Sarkozy est allé dire auprès de Madame Merkel. Ils poussent à encore plus d'intégration, encore plus de fédéralisme européen. Donc sur quoi se séparent-ils ? Quels sont les domaines sur lesquels ils ont une vision différente entre l'UMP et le PS ? Il y a une mesure que le gouvernement a pris, qui éventuellement y trouverait grâce à vos yeux. C'est une question de Caro Klafski. C'est une question tweeteuse. Oh, sûrement, il doit y avoir quelques mesures, mais pas des mesures, pas des mesures majeures. Il y avait quelques promesses qui méritaient qu'on s'y attarde et dont je partageais moi la nécessité. Par exemple, quand François Hollande a promis l'IS progressif sur les entreprises, il y a qu'un malheur, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une bonne promesse, ce sont celles qui ont été mises à la poubelle. Bon, la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires, ça c'était une bonne idée. Ça a été mis à la poubelle. La renégociation du traité budgétaire, ça pouvait être une bonne piste. Cette renégociation a été mise à la poubelle. Voilà, tout ce qui était bien a été mis à la poubelle. Du coup, il reste que la mauvaise, le mauvais dessus du bouillon. Vous voyez qu'en général, on jette. Allez, on passe à la dernière partie de l'émission qui dure très peu de temps, qui s'appelle Droit au but. Les questions sont très courtes. Vous y répondez si vous le pouvez, très rapidement aussi. Thierry. Alors vous avez commencé à répondre, mais je vais vous la poser quand même. Il y a ce soir un match de foot qui oppose le PSG à Marseille, et un sondage vient de montrer que le club parisien était devenu le club le plus populaire de France devant Marseille. C'est une opinion que vous partagez ou... Non, mais je n'ai aucun avis sur le foot. Excusez-moi. En dehors de celui de l'argent du Qatar qui vient troubler les gens. Oui, ça, je suis très contre l'intervention du Qatar, où que ce soit. Voilà. Mais je n'ai pas d'avis sur le football. À qui donneriez-vous l'Oscar du meilleur film ce soir aux États-Unis ? C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup que j'ai pas vu quoi. Donc j'ai Vous êtes un peu cinéphile ou pas ? Pas trop le temps. Pas trop, et j'ai surtout pas trop le temps d'aller au cinéma, pour être honnête. Et vous avez remarqué que j'ai un agenda très chargé. Oui, non, voilà, mais complètement, c'est pas grave. Ça me permet pas beaucoup de temps libre, donc je ne sais pas. Est-ce que vous êtes touché par le décès de la mort d'Alain Resnais ? J'étais pas fan, moi. Mais enfin, évidemment, c'est toujours triste, mais comme cinéaste, j'étais pas fan. Alors un cinéaste français qui vous plaît, Hiroshima, mon amour. J'ai trouvé ça... On connaît la chanson, non, ça vous avez pas... Est-ce que vous achetez exclusivement Made in France, Marine Le Pen ? Non, pour une raison simple, c'est que il est très difficile pour beaucoup de produits de trouver du Made in France. Voilà. Donc moi je trouve que rejeter la responsabilité sur les consommateurs, comme le fait régulièrement le ministre de la dépression productive, je trouve que c'est très très malhonnête de sa part, car il y a des méthodes pour promouvoir le Made in France, mais encore faut-il se battre avec l'Union européenne et imposer nos vues pour défendre notre économie, et il ne le fait pas. Merci à tous d'avoir suivi Tous Politiques ce soir. Merci à vous, Madame Le Pen. Excellente soirée à tout le monde. La semaine prochaine, nous recevons Henri Guénaud.